J'ai su que quelque chose n'allait pas à la seconde où la clé a refusé de tourner. C'était un lundi matin glacial de fin janvier, le genre de matinée où le froid stagne dans l'air comme une respiration jamais expirée. Je venais de rentrer de l'hôpital Saint-Joseph, toujours vêtu du même jean que je portais depuis 2 jours, portant le même sac de voyage que j'avais préparé en urgence quand Ethan s'était effondré. Le bouquet dans ma main gauche, des roses et des lys offerts par ses collègues, s'était fané sur la banquette arrière de ma voiture pendant la nuit. Mes yeux étaient gonflés, mes lèvres gercées par trop de larmes et trop peu de sommeil. J'avais vu mon mari mourir dans l'unité de cardiologie 12 heures plus tôt. Je n'étais pas prête à affronter le silence de notre maison, mais je n'étais certainement pas prête pour ce que j'ai trouvé à la place. Je suis montée sur le porche et j'ai glissé ma clé dans la serrure de la porte d'entrée. Elle s'est coincée. Je l'ai retirée, j'ai réessayé. Rien. Mon cœur a raté un battement. J'ai vérifié la clé de rechange, celle que nous cachions derrière la pierre détachée du porche. Toujours rien. C'était comme si la serrure m'avait oublié, ou pire, rejeté. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué que les rideaux, ceux en lin blanc que j'avais ourlés moi-même, avaient disparu, remplacés par d'épais panneaux de velours à un motif floral criard que je n'avais jamais vu auparavant. Mon estomac s'est noué. J'ai regardé de plus près à travers l'étroite fente entre le tissu et le mur, plissant les yeux contre la lumière du matin. À l'intérieur, le salon était encombré de boîtes, des tours de carton là où il aurait dû y avoir un espace épuré. Un coussin en velours rose était posé sur mon fauteuil de lecture, une tasse à thé fleurie sur la table basse. Et puis je l'ai vue. Diana, ma belle-mère, portant un cardigan bleu marine et un sourire qui m'a glacé le sang. Elle sirotait du thé monté, dans la porcelaine de mariage qu'Ethan et moi avions mis 3 ans à nous offrir. En face d'elle, jetant nonchalamment des couvertures dans un panier, se trouvait Jocelyne, la sœur cadette d'Ethan. Elle riait, s'installant comme si je n'existais pas, comme si Ethan n'était pas mort la nuit précédente. J'ai frappé. Pas de réponse. J'ai frappé à nouveau, plus fort cette fois, les poings tremblants, la gorge sèche. Après ce qui a semblé une éternité, la porte s'est entr'ouverte. La silhouette de Diana remplissait l'encadrement, posée et calme, les bras croisés fermement sur sa poitrine comme si elle se préparait à ce moment depuis des années. « Rachel », dit-elle en inclinant la tête. « Je ne t'attendais pas si tôt. Que se passe-t-il » Ma voix tremblait. « Pourquoi est-ce que je ne peux pas ouvrir la porte » Elle s'est appuyée contre le cadre, parfaitement sereine. « Parce que, ma chère, tu ne vis plus ici. » Ma bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. J'ai cligné des yeux, certaine d'avoir mal entendu. « Pardon ?» Le sourire de Diana ne faiblit pas, Ethan a payé pour cette maison. Mon fils, pas toi. Il n'y avait pas de contrat de mariage, pas d'enfant, et aucune contribution réelle de ta part. Il est temps que cette maison revienne à sa vraie famille. Pendant un instant, j'ai cru que le froid que je ressentais venait de la météo, mais ce n'était pas le cas. Il venait d'elle. Je suis sa femme, ai-je murmuré. Nous avons racheté cette maison ensemble. Je l'ai refinancée quand son entreprise a fait faillite. Oh, s'il te plaît, m'a interrompu Diana en agitant une main dédaigneuse. Tu as joué à la maîtresse de maison pendant qu'il travaillait. Maintenant qu'il est parti, ton bail est terminé. Jocelyne est apparue derrière elle, tenant 2 de mes assiettes de service. Tu as laissé la porte latérale déverrouillée quand tu es parti à l'hôpital, dit-elle avec un sourire suffisant. On a pensé que ça ne te dérangerait pas. J'ai senti mes genoux flageoler. J'ai ri, non pas d'amusement, mais de cette incrédulité creuse et stupéfaite qui surgit lorsque la réalité devient trop brutale. Qu'est-ce qui est si drôle ? A demandé Diana en plissant les yeux. Je me suis stabilisée, essuyant une larme dont je n'étais même pas sûre qu'elle vienne du chagrin. Vous êtes en train de déballer des coussins et de verser du thé dans une maison que vous pensez être la vôtre, dis-je lentement. Mais vous n'avez aucune idée de ce dans quoi vous venez de mettre les pieds. Le sourire sur le visage de Diana s'est estompé, juste une seconde. C'était la seule fissure dont j'avais besoin. Je me suis retournée et je suis retournée à ma voiture. Mes clés étaient inutiles maintenant, mais j'avais quelque chose de mieux. Quelque chose qu'elle ne savait pas encore. Et au moment où j'en aurais fini, Diana regretterait d'avoir jamais touché une seule tasse dans ma cuisine.
2 ans plus tôt, presque jour pour jour, je m'étais assise sur ce même porche, regardant Ethan passer ses mains dans ses cheveux avec frustration. Sa start-up venait de faire faillite. La banque avait gelé ses comptes. Son crédit était en chute libre. Il pourrait prendre la maison, Rachel, avait-il dit, incapable de me regarder dans les yeux. Le lendemain matin, tranquillement, j'ai pris une décision. Je suis allée à la coopérative de crédit et j'ai commencé le processus pour refinancer l'hypothèque, la transférant à mon nom en utilisant le petit pécule que j'avais mis de côté. Je n'en ai parlé à personne. Diana l'aurait utilisé comme une preuve de l'échec d'Ethan. J'ai gardé les choses à flot, réparé le robinet, peint le couloir. J'ai regardé notre maison survivre grâce à mon silence. Diana, bien sûr, ne savait rien. Elle ne venait que pour les vacances, détestant le sud, pensant qu'Ethan était fait pour plus que ce papier peint à fleurs et ce jazz de rue. Et Ethan souriait de ce sourire fatigué et me murmurait plus tard au lit, elle ne comprend tout simplement pas la paix. Assise dans ma voiture, j'ai conduit jusqu'à un motel miteux près de l'autoroute. J'ai utilisé la carte de crédit d'urgence d'Ethan et j'ai loué une chambre pour 3 nuits. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'imaginais Diana assise dans mon fauteuil, Jocelyne mangeant dans mes assiettes. Le lendemain matin, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. J'ai appelé le salon funéraire. « Bonjour, Saint Matthew's Memorial », a répondu une voix douce. « Oui », ai-je dit, ma voix plus stable que prévu. « Ici Rachel Monroe. Je dois mettre à jour la liste des invités pour le service d'Ethan Monroe. »« Bien sûr, Madame Monroe. Quel changement souhaitez-vous apporter ? » Je n'ai pas hésité. Retirer Diana Monroe et Jocelyne Monroe de la liste. Après une longue pause, la voix a répondu, « Compris. » J'ai mis fin à l'appel. Ce n'était pas de la méchanceté. C'était une limite. La première que je traçais depuis plus d'une décennie. L'après-midi, je suis retournée à la maison, me garant discrètement derrière les haies. La voiture de Diana n'était pas là. La porte latérale, avec son loquet défectueux, s'est ouverte sans un bruit. À l'intérieur, l'odeur de désodorisant à la lavande que je détestais flottait partout. Mes photos avaient disparu des murs. Je me suis dirigée vers le bureau d'Ethan, une petite pièce chaotique que Diana méprisait. Elle n'y avait pas touché. Et là, coincé entre 2 manuels, j'ai vu un mince dossier noir. Dessus, de l'écriture reconnaissable d'Ethan, contrat postnuptial, ne pas jeter. Je me suis figée. Nous n'avions jamais signé de contrat postnuptial. J'ai ouvert le dossier. À l'intérieur, 3 pages sur papier à en-tête légale, datées de 2 semaines après notre 2e anniversaire. Et il y avait une clause, surlignée en jaune, en cas de décès du mari, tous les biens détenus en commun, y compris les biens immobiliers, seront entièrement transférés à Rachel Monroe, sauf indication contraire dans un testament. Il n'y avait pas de testament. Au dos du dossier, une note manuscrite d'Ethan, « Si tu lis ceci, c'est que quelque chose de terrible est arrivé. Si maman essaie quoi que ce soit, montre ça à ton avocat. Tu sais comment elle est. Garde ça en sécurité, Rach. » Mes genoux ont fléchi. Il savait. À un certain niveau, il savait que Diana n'abandonnerait pas. Et il avait essayé de me protéger. J'ai glissé le dossier dans mon manteau et j'ai quitté la maison. Ce soir-là, au motel, je n'ai pas pleuré. J'ai relu le contrat jusqu'à ce que les mots cessent de se brouiller. Au lever du soleil, j'avais appelé Angela Flor, mon ancienne colocataire devenue avocate, et j'avais pris rendez-vous. Le mercredi après-midi, il y a eu un coup sec à la porte de mon motel. C'était Diana, vêtue de noir, accompagnée d'un homme en costume gris, un avocat. « Rachel », dit-elle avec un sourire pincé. « Voici Monsieur Langlais, mon avocat de famille. Nous sommes ici pour discuter des prochaines étapes concernant la maison. » Prochaines étapes, ai-je répété, ma voix neutre. Puisqu'Ethan n'a laissé aucun testament, a-t-elle commencé, sa succession, y compris la maison, est sujette à division entre les plus proches parents. Nous avons des droits légaux. Je suis sa femme, ai-je dit. La seule épouse légale. Je suis si contente que vous soyez tous les deux là, les ai-je interrompus. Ça m'évite un déplacement.
J'ai brandi le dossier noir. C'est un contrat postnuptial notarié, signé il y a 3 ans. Il me transfère tous les biens partagés. Le sourire de Diana s'est figé. Monsieur Langlais a tendu la main. Puis-je voir ce document ? Non, dis-je fermement. Vous en recevrez une copie par les voies officielles. J'ai déjà engagé une avocate. Tu bluffes, a-t-elle sifflé. Vraiment, ai-je demandé. Parce que si je bluffe, vous devriez vous sentir assez en confiance pour retourner à votre voiture. Mais si ce n'est pas le cas, alors vous avez commis une effraction, une entrée illégale, et vous avez altéré une propriété qui ne vous appartient pas. Tu ne gagneras pas cette fois, a-t-elle dit, son venin à peine contenu. Tu nous as volé mon fils. J'ai incliné la tête. Ce n'était pas un trophée à gagner. C'était un homme. Et je ne l'ai pas volé. C'est toi qui l'as repoussé à la seconde où il a cessé de vivre selon ton scénario. Je lui ai tourné le dos et je suis rentré, verrouillant la porte. Le vendredi matin, une enveloppe a été glissée sous ma porte. Une requête officielle du tribunal des successions, déposée par Diana, contestant la validité du contrat postnuptial, alléguant une influence indue, une détresse mentale et une coercition. Elle m'accusait de l'avoir manipulée. La rage qui m'a envahie était lente et chaude. J'ai appelé Angela. Ce n'est pas nouveau, a dit sa voix calme. C'est ce que les gens font quand ils n'ont aucune base légale. Ils jettent de la boue en espérant que quelque chose colle. Elle veut tout prendre, ai-je murmuré. Pas seulement la maison. Elle veut réécrire qui il était. Elle veut le contrôle, a corrigé Angela. Ce n'est pas une question d'argent, Rachel. Ça ne l'a jamais été. Je veux la combattre, ai-je dit. Pas seulement l'arrêter. Je veux la détruire. Bien, a répondu Angela, sa voix devenant d'acier. Mais on le fait intelligemment. Tu ne lui parles pas. Tu ne réponds pas. Tu me laisses construire un mur, une brique à la fois. Cet après-midi-là, j'ai reçu un SMS de James Harding, l'ancien partenaire commercial d'Ethan. Diana l'avait contacté, posant des questions sur l'état mental d'Ethan, cherchant des preuves de confusion ou d'oubli. Elle montait un dossier. C'est là que je me suis souvenu. Un soir, Ethan avait mentionné un rendez-vous en neurologie à Saint-Michael, juste pour écarter des choses. Je n'y étais pas allée. Je me suis précipitée vers ma valise, j'ai vidé les papiers. Et là, à l'intérieur d'une pile de courriers non ouverts, je l'ai trouvée. Une enveloppe scellée de la clinique de neurologie. Je l'ai ouverte. Cher Monsieur Monroe, suite à votre récente évaluation cognitive, nous sommes heureux de vous informer que vos résultats se situent dans la plage normale. Aucun signe de déclin cognitif précoce n'a été détecté. Il allait bien. Et maintenant, j'en avais la preuve. Le lundi matin, une semaine après la mort d'Ethan, le palais de justice était froid et stérile. Diana était au premier rang, vêtue de dentelle noire, un mouchoir serré comme un accessoire de théâtre. Monsieur Langlais a parlé le premier, sa voix douce, dépeignant Diana comme une mère inquiète. Il a parlé de vulnérabilité. De questions sans réponse, laissant le mot « coercition » flotter dans l'air. Quand ce fut notre tour, Angela s'est levée. Elle a simplement exposé les faits, le contrat postnuptial, l'acte de propriété, les paiements hypothécaires. Et enfin, la lettre de neurologie. Elle a remis la copie au juge. Ceci est daté de 3 mois avant le décès de M. Monroe et confirme sa pleine capacité mentale. Le juge a regardé M. Langlais. Avez-vous des preuves de capacité diminuée ? Des dossiers médicaux ? Un témoignage de médecin ? Il a hésité. Non, votre honneur. Alors je ne vois aucun motif, a dit le juge. Le contrat postnuptial est juridiquement contraignant. L'acte est au nom de Madame Monroe. Cette maison lui appartient. Affaire classée. Le marteau est tombé. J'ai juste expiré, un souffle que je retenais depuis une semaine. À l'extérieur, Diana m'a rattrapé. Tu as peut-être gagné la maison, a-t-elle dit, sa voix comme du verre brisé. Mais tu ne m'effaceras jamais. Je suis sa mère. Je me suis retournée lentement. Tu t'es déjà effacé toi-même.
Au moment où tu as essayé de réécrire qui il était. Au moment où tu as violé notre domicile et menti sous serment. Ethan savait qui tu étais, Diana. C'est pour ça qu'il a écrit cette lettre. Tu ne peux pas m'empêcher d'aller à ses funérailles, a-t-elle sifflé. Je l'ai déjà fait, ai-je répondu calmement. J'ai appelé le salon funéraire. Ton nom est rayé de la liste. Si tu te présentes, ils t'escorteront dehors. Petite garce vindicative. Je ne suis pas vindicative, l'ai-je coupé. Je suis libre. Et je suis partie, la tête haute, sans me retourner. La chapelle sentait le lys et le cèdre. C'était mardi, exactement une semaine après que le cœur d'Ethan ait lâché. Les bancs étaient pleins. Des amis, des voisins. Il t'aimait tellement, chuchotait-il. Il disait que tu étais le seul calme qu'il ait jamais connu. Et puis, je les ai vus, deux silhouettes se glissant dans le banc du fond. Diana et Jocelyne, vêtues de noir, des voiles subtils épinglés à leurs cheveux. Des costumes de deuil. Des masques. Mon cœur a martelé de fureur. J'avais déjà enterré Ethan une fois. Je ne les laisserai pas le déterrer pour leur spectacle. J'ai marché lentement dans l'allée. Chaque tête s'est tournée. La musique s'est arrêtée. Quand j'ai atteint le fond, Diana a levé les yeux, un petit sourire aux lèvres. Vous n'êtes pas censé être ici, ai-je dit doucement. Nous ne partirons pas, a répondu Diana, fièrement. Je lui ai donné naissance. Alors tu aurais dû respecter ses souhaits. Je suis sa femme. La seule qu'il a choisie. Tu ne peux pas m'empêcher de pleurer mon propre fils. Ce n'est pas du deuil, ai-je dit. C'est une performance. Vous allez sortir tout de suite. Sinon, j'emmènerai le ministre et nous terminerons le service dans un parc. Mais vous n'allez pas vous asseoir ici et faire comme si vous n'aviez pas essayé de l'effacer. Vous ne pouvez pas utiliser sa mort pour la dignité que vous n'avez jamais méritée. Pendant une seconde, personne n'a bougé. Puis la voix de Jocelyne a brisé le silence. Maman, dit-elle doucement, sans croiser le regard de personne. Allons-y. Diana se tourna vers elle, stupéfaite. On ne nous veut pas ici, ajouta Jocelyne, sa voix à peine un murmure. Arrêtons de faire semblant. Elle s'est levée, pour la première fois, j'ai vu non pas une complice, mais une fille fatiguée de jouer un rôle. Elle a tiré doucement sur le bras de sa mère. Diana, vaincue, s'est levée. Elles sont sorties de la chapelle sans un regard en arrière. Quand la porte s'est refermée derrière elles, un silence profond est tombé sur l'assemblée. Ce n'était plus un silence de tension, mais de paix. J'ai regardé l'urne sur la petite table, enveloppée de velours bleu. J'étais seule, mais je n'étais plus sans défense. La guerre était terminée. Et dans le silence de la chapelle, entourée de ceux qui l'aimaient vraiment, j'ai enfin pu commencer à dire au revoir. Non pas à l'homme qu'ils avaient essayé de créer, mais à mon Ethan. Le mien.